Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on fait le point sur la valeur d'un immeuble ou d'une maison. Comment on fait pour déterminer la valeur d'une maison? Sur quel aspect on va se baser? Et pourquoi il y a différentes sortes de valeurs? Bref, combien on doit payer pour son achat immobilier? Quand vous commencez vos recherches pour acheter une maison, probablement que vous regardez le prix de la maison demandée et le prix de la valeur municipale. Et là, il y en a tout plein qui vont se dire « Ça n'a pas de sens, ils demandent vraiment plus haut que la valeur. » Mais est-ce que tout ça, ça fait du sens? Premièrement, pour bien comprendre combien vaut un immeuble, je vais vous parler de 3 façons pour calculer la valeur d'un immeuble. Il y a d'abord celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire la valeur municipale, mais il y a aussi la valeur marchande et la valeur économique. Je vais vous dire c'est quoi la différence entre chaque sorte de valeur, leurs avantages, leurs désavantages et surtout le rôle qu'elles jouent dans les vraies valeurs de votre maison. Pour commencer, allons-y avec la valeur municipale, c'est la valeur la plus accessible. Les courtiers l'affichent toujours sur la fiche de vente. Mais si jamais ce n'est pas affiché pour une raison X, eh bien c'est quand même une valeur qui est publique et qui se trouve facilement sur chaque site des villes. C'est facile de trouver la valeur municipale de n'importe quelle maison, ou plutôt comme ici, l'ancien domaine immense de Céline Dion qui est situé sur une île privée. La valeur municipale de l'île est en 3 parties totalisant une valeur totale de 10 263 900 $. En 2013, la chanteuse en demandait pratiquement 30 millions de dollars. C'est quand même 3 fois la valeur municipale. Le prix a finalement été révisé à la baisse quelques années plus tard pour un montant de 25 millions de dollars, mais la vente s'est conclue à un montant de 10 millions de dollars. Qu'est-ce qui explique une aussi grosse baisse de prix? Avant de dire pourquoi il y a eu une grosse baisse de prix, eh bien il me reste des choses à dire sur la valeur municipale. Ici, l'île de Céline a été vendue sensiblement au prix de la valeur municipale, mais souvent on voit une grande différence entre les deux. Mais à quoi il sert ce chiffre-là si justement ce n'est pas vendu à cette valeur-là? En gros, la valeur municipale, eh bien, ça sert seulement à mettre un chiffre au niveau du rôle de taxe municipale. Ça veut dire que ça sert à faire payer des taxes au niveau de la ville. On fonctionne comme ça au Québec et un peu partout dans le monde. Plus ta maison est grande, eh bien, normalement, ça veut dire que tu es plus riche que ton voisin qui a une plus petite maison. Donc, ça veut dire que tu as plus les moyens de pouvoir contribuer à la société. Donc, les MRC vont donner une valeur à ton immeuble et ça va déterminer le montant de taxes que tu vas devoir payer à ta ville selon le taux de taxe de la ville. Et en réalité, la valeur municipale, ça ne sert qu'à ça, à rien d'autre. Mais pourquoi alors c'est un chiffre qui paraît si important? Eh bien, parce que c'est quand même un certain indicateur pour voir la relation entre les immeubles. Si toutes les maisons de la rue ont des valeurs qui sont très semblables et qu'il y en a une au milieu qui vaut vraiment plus cher selon la valeur municipale, eh bien, ça doit vouloir dire que la maison a été rénovée au fil des années. Parce que oui, quand on fait des rénovations dans son immeuble ou dans sa maison, il faut demander un permis de construction. En vrai, ça sert seulement à 2 choses. La première, c'est de s'assurer que tes rénovations, ils vont respecter le plan de la ville et les plans de zonage. Disons que ta maison est située dans une rue où il y a seulement des bungalows, mais que toi tu veux la rénover et en faire un style de maison de campagne. Ils ne t'accorderont pas le permis. Ils veulent quand même garder un ordre logique dans l'uniformité des maisons et c'est bien correct comme ça. Mais la plus grande raison, c'est qu'en demandant un permis de construction, eh bien, ça veut dire que tu vas faire des rénovations qui risquent d'augmenter la valeur de ta maison. Donc, une fois les rénovations terminées, ils vont faire passer un évaluateur de la MRC qui va pouvoir évaluer de nouveau ta maison et possiblement augmenter tes taxes municipales. Quand tu as une plus grande maison ou une plus belle maison avec des meilleurs matériaux, eh bien, pour eux, ça doit vouloir dire que tu as plus d'argent. Donc, si tu as plus d'argent, tu es capable de mieux contribuer au service de la ville en payant plus de taxes municipales que ton voisin. J'avoue que de mon côté, je ne comprends pas tellement ce raisonnement-là parce que tout le monde a accès au même service, donc tout le monde devrait payer la même chose. Donc, à part décourager les gens d'investir dans leur maison et par le fait même de décourager la création de richesses au sens large, eh bien, je trouve que c'est un peu archaïque comme façon de faire. Mais bon, tout ça, ça fait partie d'une autre capsule. Et dernière chose ici sur la valeur municipale avant de passer aux autres. Le rôle municipal est révisé à chaque 3 ans et en plus, il se base sur une évaluation moyenne de la ville qui a été faite quelques mois auparavant. Si jamais la maison a été rénovée au cours des dernières années, eh bien ça se peut que le rôle a été mis à jour dernièrement. Mais s'il n'y a pas eu de rénovation, eh bien ça pourrait dire que la valeur municipale est pratiquement 4 ans en retard sur la réelle valeur si la MRC est à la fin de son rôle de taxe. Juste avec ce décalage qui est parfois de 4 ans, eh bien ça peut faire en sorte qu'il y a une grande déconnexion entre la valeur réelle de la maison et la valeur municipale. Justement, la valeur réelle de l'immeuble doit être basée sur la valeur marchande, justement, non? Eh bien oui et non. Regardons ce que c'est. La valeur marchande, c'est une valeur donnée en comparaison avec le reste de la valeur du marché. Disons que tu prends une maison dans une rue de maisons toutes pareilles et que tu veux en savoir la valeur. Les maisons sont toutes pareilles. Tu regardes au cours des 12 derniers mois les ventes qu'il y a eu dans le même secteur pour des immeubles qui sont semblables. Je dis bien ici de regarder les ventes qu'il y a eu et pas les maisons qui sont en ce moment en vente parce que ceux-là, on ne sait pas encore le prix qui seront réellement vendus.
Pour connaître le marché, eh bien, il y a plein de sites Internet qui permettent de voir les transactions au cours des derniers mois. Il y a entre autres le site JLR qui a une option qui est faite que pour ça. Et évidemment, si tu ne veux pas te casser la tête, eh bien, les courtiers immobiliers vont pouvoir t'aider avec tout ça. La logique derrière la valeur marchande, c'est la suivante. S'il y a 3 maisons qui sont identiques à celles que tu recherches, qui ont été vendues pour 200 000 dans le dernier mois, eh bien, celle que tu veux acheter va aussi valoir 200 000 Et le prix va rester comme ça parce que le vendeur, lui, il se dit que si ce n'est pas toi qui l'achètes, eh bien, il y a certainement quelqu'un d'autre qui va venir l'acheter pour 200 000 Et à l'inverse, le vendeur ne va pas demander 250 000 parce que la maison à côté de lui est identique et que lui demande 200 000 Donc, pour l'acheteur, il n'y a rien d'avantageux d'aller acheter celle-là à 250 000 quand il peut avoir la même chose pour 200 000 La valeur marchande, c'est la valeur la plus juste pour savoir réellement combien vaut un immeuble. Bien qu'elle demande un peu de travail de recherche, eh bien, ça reflète vraiment la réalité de ce que les acheteurs sont prêts à payer pour ce type de maison dans ce secteur-là. Mais elle comporte aussi des désavantages et certaines incohérences. Des comparaisons, c'est quelque chose qui est facile à faire pour des maisons qui sont toutes pareilles dans une rue neuve. Mais quand les maisons de la rue ont maintenant 30 ans, que oui, au départ, elles étaient toutes pareilles, mais que maintenant, il y en a une qui a un nouveau toit, l'autre une nouvelle cuisine, l'autre a refait ses planchers au complet, et un autre qui a fait un terrassement de la mort dans sa cour arrière avec une piscine creusée, c'est maintenant plus difficile de faire des comparaisons. Il va donc falloir entrer une série d'ajustements que les évaluateurs agréés utilisent avec des ratios et des pourcentages selon l'âge visible de l'immeuble. Et c'est là que parfois la valeur marchande apporte des lacunes. Selon l'évaluateur, eh bien, il y en a un qui pourrait dire, en prenant les dernières ventes, qu'il y en a un qui avait une nouvelle cuisine, donc il associe un certain pourcentage à ça, tandis que l'autre avait une piscine, mais associe un pourcentage différent. Et que faire quand il n'y a pas de comparable, un peu comme l'ancienne île privée de Céline Dion? Donc, ça peut être qu'il n'y a pas d'autres propriétés semblables proches ou qu'il y a peu ou pas du tout d'autres ventes qui ont lieu dans le secteur. Ça fait que les estimateurs sont obligés d'aller chercher des ventes similaires dans un secteur ou dans une ville différente et appliquent un pourcentage sur ce que ça vaudrait dans ce quartier-là. Mais ça reste des estimations. Et là où ça accroche encore un peu avec cette technique-là, disons qu'il y a une maison qui s'est vendue vraiment très très bas parce que le propriétaire est décédé et que la famille voulait la vendre très rapidement. Est-ce que ça va faire descendre toutes les maisons autour? En théorie, oui, mais en pratique, pas nécessairement. Et à l'inverse, si quelqu'un a décidé de payer beaucoup plus cher pour sa maison pour s'assurer de pouvoir remporter la course aux enchères pour son coup de cœur, est-ce que ça va faire monter tout le prix des maisons autour? Eh bien, en théorie, oui, mais encore là, c'est pas tout le temps vrai. On arrive à la question, pourquoi il n'y a pas de corrélation directe entre les ventes antérieures et la valeur de l'immeuble que toi tu regardes? En réalité, c'est vraiment tout simple. Parce qu'en fait, la vraie valeur d'une maison, eh bien, c'est le prix que tu es prêt à payer pour. Et oui, c'est vraiment aussi simple que ça. Mais même si c'est simple, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Parce qu'en fait, personne n'a la même réalité, donc personne ne va accorder la même valeur à l'immeuble. La valeur réelle de l'immeuble ne sera pas nécessairement associée à l'immeuble, mais plutôt à chaque personne. Disons que moi, je visite une maison et elle est affichée directement au prix de la valeur marchande. Peut-être qu'après avoir visité la maison, eh bien moi je vais évaluer que le prix demandé est trop cher parce que je voulais une piscine creusée mais que c'est une piscine hors terre et que j'aurais aimé ça avoir une aire ouverte dans la cuisine mais qu'en fait c'est tout petit. Donc avec tout ça, je trouve que le prix est trop cher pour ce que je recherche et je vais passer mon tour. Mais ça se peut que toi, eh bien tu visites l'immeuble tout de suite après moi et que la petite cuisine ne te dérange pas parce que tu arrives d'un demi-sous-sol. Tu adores la piscine parce que ça va être parfait pour tes enfants et surtout, eh bien, la maison est située à seulement un coin de rue de ton travail, tu n'auras plus jamais à faire de trafic le matin. Pour toi, elle correspond parfaitement à tes besoins et c'est vraiment un coup de cœur. Tu décides donc de faire une offre qui est 5 000 $ en haut du prix demandé. Voilà, c'est aussi simple que ça, la valeur réelle est différente pour toi que pour moi, bien que ce soit le même immeuble. Il reste une chose à considérer, c'est que dans l'équation, il y a aussi un vendeur. Un achat ou une vente, eh bien, c'est une transaction consentante entre deux parties. Donc, si tu trouves que pour toi, le prix affiché est trop cher, eh bien, tu as le droit de demander plus bas. Mais le vendeur, lui, a aussi le droit de refuser. Le vendeur, en faisant ça, eh bien, il prend une chance. Il prend la chance qu'à un moment donné, il y a une autre personne qui trouve que la valeur qu'il lui a donnée à sa maison, eh bien, la personne va aussi penser la même chose. Mais ça se peut que cette personne-là, eh bien, elle ne croise jamais cet immeuble-là, donc le vendeur va rester pris avec pendant des années. Mais à l'inverse, ça se peut aussi que le lendemain, eh bien, il y a quelqu'un qui arrive, que c'est vraiment un coup de cœur pour lui et qui décide de proposer 20 000 $ plus cher que le prix affiché. Et ça, c'est sûr qu'il accepterait avec plaisir. Un peu comme avec le manoir de Céline. Probablement qu'elle pensait pouvoir le vendre très cher de par sa réputation. Il y a certainement des gens qui auraient été prêts à payer cher pour pouvoir dire « J'ai acheté l'île privée de Céline ». Mais cet acheteur-là, il ne s'est jamais pointé au moment où elle voulait vendre. Et finalement, il y a quelqu'un qui s'est pointé en disant « Pour moi, ça vaut 10 millions. Est-ce que tu vends? » Mais malgré la baisse de 15 millions, eh bien, ça a été vendu
Comme quoi, chacun donne la valeur qu'il veut. Il reste une autre façon de déterminer la valeur d'un immeuble et c'est la valeur économique. Ça fonctionne pour les immeubles à revenus. Disons qu'on va prendre 2 fois des 4 logements qui sont situés un à côté de l'autre. Eh bien, au niveau de la valeur municipale et de la valeur marchande, ils valent la même chose. Mais économiquement, ça pourrait être différent. Disons que le premier quadruplex est détenu par un propriétaire qui a décidé de faire des augmentations de loyer à toutes les années depuis 15 ans et que l'immeuble offre un bon rendement. Eh bien, ça va être un prix qui va être intéressant pour un investisseur immobilier. Le deuxième quadruplex, c'est un autre propriétaire. Et lui, il a décidé de ne jamais augmenter les loyers au fil des 15 dernières années pour être sûr de toujours garder les mêmes locataires. Les locataires sont bien gentils et le propriétaire est quand même quelqu'un de peureux, c'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu les augmenter par peur de les perdre. Tout à coup, on se retrouve avec des loyers qui sont vraiment en bas de la valeur marchande des loyers. Parce que souvenez-vous que la valeur marchande, eh bien, c'est une comparaison avec les autres loyers autour. Mais surtout, on se retrouve avec un immeuble qui coûte plus cher que les revenus. C'est-à-dire que les loyers couvrent même pas les dépenses et l'hypothèque de l'immeuble. Pour calculer réellement, c'est plein de calculs plus ou moins complexes, mais j'y vais ici d'un truc qui est quand même assez simple. Dans le monde immobilier, on entend souvent dire « je l'ai acheté 10 fois les revenus, 15 fois les revenus ou même 20 fois les revenus ». Eh bien ça veut dire quoi? En gros, la valeur économique d'un immeuble, eh bien, c'est basé sur les revenus. Et plus il va y avoir de revenus, eh bien, plus la valeur va être beaucoup plus élevée parce qu'on multiplie les revenus par un facteur selon le secteur. Si dans un secteur donné, eh bien, la plupart des quadruplex, c'est-à-dire 4 logements, se vendent à 10 fois les revenus, eh bien, faisons un petit calcul pour voir la différence entre nos deux immeubles. Le premier immeuble a des loyers de 650 $ par logement. Je vais y aller rapidement pour les calculs ici. On parle de 650 $ fois 4 logements, ça donne 2600 $ par mois, fois 12 mois dans l'année, ça donne 31 200 $ par année de revenus bruts. Si le secteur est vendu normalement à environ 10 fois les revenus, eh bien, la valeur de l'immeuble, ce serait autour de 312 000 $. Et c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si on prend le deuxième immeuble qui lui a des loyers un petit peu plus bas, on va dire de 575. Eh bien, je refais les calculs. 575 par logement fois 4 logements, ça donne 2300 $ par mois fois les 12 mois, eh bien, ça donne 27 600 $ par année. Donc, tout ça, ça donne une valeur de 276 000 $. On parle ici d'une différence de 36 000 $ sur deux immeubles qui sont complètement identiques, mais seulement parce qu'ils ont des revenus différents. J'en profite ici pour dire qu'une des façons de faire des bons coups en immobilier, eh bien, c'est justement de repérer ces immeubles-là où les loyers sont un petit peu moins chers. Comme il vaut moins cher, eh bien, vous allez pouvoir l'acheter à rabais et après ça, vous n'aurez pas besoin de faire aucune rénovation. Il va juste falloir que vous ayez un peu de relations humaines pour pouvoir augmenter les loyers tranquillement au fil des années. Et au bout d'un certain temps, quand vos revenus vont être équivalents à l'immeuble à côté, eh bien, vous allez vous retrouver avec un immeuble qui vaut pratiquement la même chose, même si vous l'avez payé beaucoup moins cher. Je reviens rapidement à mes calculs. Imaginez comment ça peut monter rapidement si vous faites des augmentations de 10 $ dans un 12 logements où ça se vend 15 fois les revenus. Voilà, vous voyez que la valeur réelle d'un immeuble ou d'une maison, eh bien, ça varie grandement selon la méthode choisie. C'est pour ça qu'il existe un métier pour ça, c'est-à-dire des évaluateurs agréés qui peuvent calculer tout ça pour vous. Mais je vous conseille d'apprendre à maîtriser ces 3 méthodes. Comme ça, eh bien, vous serez capable de vous faire une bonne idée selon chaque méthode et ainsi faire une moyenne qui va normalement consister au prix que vous serez prêt à payer. Connaître le juste prix d'un immeuble, eh bien, ce n'est qu'une petite partie du monde de l'immobilier. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos sur l'immobilier et la finance pour pouvoir t'aider à maîtriser tout ça. Comme toujours, si tu as apprécié la vidéo, tu peux aussi aimer la vidéo pour pouvoir m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, à la prochaine. Un petit PS ici, il y a aussi une autre sorte de valeur possible et c'est la valeur selon le coût de reconstruction. C'est plutôt simple, cette valeur est déterminée par un expert du genre un entrepreneur qui lui détermine combien ça coûterait de refaire cet immeuble-là au coût d'aujourd'hui. Plus l'immeuble est vieux, normalement il va y avoir une grande différence entre la valeur réelle de l'immeuble et la valeur selon le coût de reconstruction. Mais cette valeur-là, c'est surtout une valeur qui sert aux assurances. En fait, c'est sur cette valeur-là qui vous permet d'avoir la prime d'assurance. Si ta maison elle vaut 200 000 $ à la valeur marchande, mais qu'elle vaudrait 350 000 selon la valeur de reconstruction, eh bien, les assurances vont te faire payer une prime d'assurance sur une valeur de 350 000 $. C'est simple, si jamais tu passes au feu, les assurances vont devoir reconstruire ta maison selon le coût des matériaux d'aujourd'hui. Le monde de l'immobilier, ça peut paraître compliqué au premier abord, mais quand on est à l'intérieur et qu'on avance un petit peu tous les jours, eh bien, ça devient assez simple. Je vous dis à votre réussite, à la prochaine. Le prix a finalement été revu à la baisse quelques années plus tard à 25 milliards.